Nous rejoignons par téléphone Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Frédéric Ancel, vous êtes, je le rappelle, géopolitologue, professeur de relations internationales à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris. Vous avez récemment fait publier aux éditions Autrement la 6e édition de votre atlas géopolitique d'Israël. Frédéric Ancel, vous êtes spécialiste de géopolitique donc évidemment, mais aussi spécialiste de l'histoire militaire et stratégique. Comment cette journée du 7 octobre 2023 s'inscrira-t-elle selon vous dans la longue histoire d'Israël ? Elle s'inscrira comme la deuxième catastrophe des renseignements militaires après celle du 6 octobre 73. Je m'empresse de dire, parce que beaucoup d'observateurs disent beaucoup de bêtises depuis 2 jours, que le Hamas se fiche complètement de la guerre du Kippour. D'abord, de toute façon, c'est pas son calendrier et ça tombe même pas le jour du Kippour. Donc, il faut arrêter de dire que le Hamas a joué là-dessus. En revanche, alors après, il a joué sur le jour doublement férié de Shabbat et de Sukkot, mais ça, c'est autre chose. Donc, je vous dirais qu'il y a eu depuis 48 2 très grands échecs militaires qui ont coûté cher, mais qui ont failli coûter encore beaucoup plus cher en 73 dans le cadre d'une guerre conventionnelle avec la Syrie et l'Égypte. Et là, cette fois, j'ai presque envie de vous dire, alors paradoxalement, c'est pas du tout dangereux du point de vue de l'existence de l'État d'Israël ou même d'ailleurs de la souveraineté de l'État juif. À la différence de 73. Alors qu'en 73, c'était une menace tout à fait existentielle. Vous aviez 4000 chars d'assaut sur le Golan et dans le Sinaï. Donc c'était beaucoup plus dangereux, soutenu d'ailleurs par les soviétiques. Aujourd'hui, à l'échelle de l'État, ce n'est pas dangereux. Je mets ça bien évidemment entre guillemets, que vos auditeurs me comprennent bien. C'est pas dangereux à l'échelle de l'État, mais c'est infiniment plus douloureux dans la mesure, d'une part, où en face, il n'y a pas de blindés, mais des gueux et des va-nu-pieds forts de leur barbarie et de leurs fusils. C'est tout, pas plus. Et d'autre part, alors que l'État d'Israël évidemment est beaucoup plus puissant lui qu'en 73, et d'autre part, vous avez un véritable massacre de civils sur le sol israélien. Ça, c'est une première depuis 48. Jamais aucun État arabe n'avait réussi à faire ça. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que cette journée restera, au moins pour cette raison, comme un véritable traumatisme. Frédéric Ancel, vous convoquez le référentiel de 1973 et de la guerre du Kippour. On parlait à l'époque du bris des renseignements militaires israéliens. Est-ce que vous utiliseriez le même qualificatif pour viser peut-être la classe politique et les services militaires et de renseignement israéliens aujourd'hui ? Alors, oui, avec un bémol. Oui, effectivement, je pense que les Israéliens ont considéré, les planificateurs israéliens ont considéré que finalement le Hamas n'était pas une menace si tactique que ça en dépit des guerres, des 4 guerres qu'il y a déjà eu avec Israël, parce que fondamentalement, c'est un État certes religieux, mais qui faisait de la politique, avec lequel finalement on arrivait à échanger Gilad Shalit contre 1000 prisonniers, et qui de temps en temps se rappelait à nous rappeler à son bon souvenir en balançant quelques roquettes. Et à telle enseigne qu'on a permis il y a quelques jours des Palestiniens de Gaza de venir travailler en Israël. Absolument. Donc je pense qu'il y avait une espèce, alors non pas d'apaisement, mais je pense qu'en réalité, pourquoi je vous dis qu'il y a un bémol ? Donc oui, je pense que les Israéliens ont failli à ce niveau-là, mais c'est pas le renseignement militaire. Au-dessus du renseignement militaire, il y a les pouvoirs publics, il y a le politique. Le Premier ministre, lui, est en charge du Conseil national de sécurité. C'est lui, d'ailleurs, qui nomme le ministre de la Défense, lui-même étant supervisant, bien évidemment, le chef d'état-major et tout l'organigramme militaire. Et ce sont eux qui donnent l'orientation principale en termes de renseignement. Je veux dire par là, en 2 mots, que si ils ont considéré que le Hamas n'était plus aussi dangereux et ou qu'en réalité, maintenant, il fallait surtout, essentiellement, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout stupide, voir ce qui se passait en Iran. Et on voit bien qu'en Iran, ces dernières années, les services israéliens font des miracles, font des merveilles. Écoutez, les renseignements militaires, eux, ils obéissent. Et ils consacrent les moyens qu'on leur demande de consacrer, enfin, en tout cas, en fonction de l'objectif qu'on leur donne. C'est la raison pour laquelle, oui, il y a faillite. Mais moi, je ne mettrais pas ça sur le dos, un petit peu dire comme ce qui s'est passé en 73, sur le dos du chef d'état-major et des renseignements. En réalité, fondamentalement, et une commission d'enquête sera mise sur pied, on verra bien ce qu'elle dira, mais fondamentalement, c'est l'échelon politique, sans doute depuis plusieurs années, c'est pas du tout une question de semaines ou de mois, qui a failli dans l'objectif fondamental. Quels peuvent être, Frédéric Ancel, les résultats, les conséquences plutôt stratégiques de cette surprise tactique réussie par le Hamas et probablement, et c'est une autre question que je vous poserai tout à l'heure, de l'implication de l'Iran dans cette crise ? Je vais peut-être surprendre vos auditeurs. Je pense que la conséquence à moyen long terme sera extrêmement positive. Je mets bien évidemment ça entre guillemets. Je veux dire par là que, puisque votre question est très bien posée, c'est la pensée et les conséquences lourdes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un échec, notamment les premiers jours de 73, si vous êtes un peu malin, vous faites attention à ce que ça recommence pas. D'ailleurs, je note que dans sa toute première prise de parole, Netanyahou, qui n'a dit que quelques phrases, a dit
ça ne se reproduira plus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Golda Meir avait dit ça, elle l'avait dit aussi, et pendant presque 50 ans, oui, ça, globalement, ça avait assez bien fonctionné. Je pense que à moyen long terme, les Israéliens vont repenser toute la gestion de la sécurité aux frontières du pays, et notamment à Gaza. Et je pense qu'il y a un changement de paradigme ces derniers jours à la tête du gouvernement israélien, sans doute soutenu d'ailleurs par la population. Ce changement de paradigme, c'est le suivant: le Hamas, c'est fini. Alors attention, c'est facile à dire, mais jusqu'à maintenant, en fait, Israël s'était contenté finalement de faire la guerre à un interlocuteur auquel on s'était accoutumé finalement, à Gaza. Je peux me tromper. Et qui semblait être un acteur, malgré son idéologie radicale, plutôt rationnel sur le plan purement géopolitique. Eh bien absolument, absolument. Et d'ailleurs qui reste parfaitement rationnel, parce que le timing de ce massacre est évidemment lié à l'Arabie Saoudite. Sauf que il est rationnel, sauf que il a décidé de mener crânement une opération de type barbare. Et là, c'est en ça qu'il y a un changement de paradigme. C'est puisque la nature de l'acte terroriste a quand même changé, c'est pas plus grave, c'est différemment grave. Je pense que le gouvernement israélien, j'en suis même tout à fait certain, a décidé de changer de paradigme et de réinvestir la bande de Gaza pour en interdire tout simplement la possibilité pour le Hamas de gérer ce territoire. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Je suis extrêmement préoccupé par la situation. Je pense que ça risque d'être extraordinairement difficile. Mais je n'imagine pas, après le carnage d'hier, un gouvernement israélien dire à sa population: bon, écoutez, on va négocier les otages, on va en récupérer la plupart, ou on va tous les récupérer, et puis en attendant la prochaine. Ça, je n'y crois absolument pas. Frédéric Ancel, un ancien haut responsable de la défense israélien, dont l'identité n'a pas fuité, mais on peut peut-être reconnaître la main de Dan Khaloutz, ancien ministre de la Défense, a indiqué il y a quelques heures au Yediot Aharonot qu'il était temps d'appliquer la méthode d'Aryeh à Gaza, après l'avoir utilisée à succès selon lui au Liban en 2006. D'abord, est-ce que vous pouvez préciser, expliquer à nos auditeurs ce que signifie cette méthode d'Aryeh? Alors il s'agit en réalité d'envoyer les soldats au sol, soutenu par à la fois l'aviation et une artillerie extrêmement puissante, et déloger le plus loin possible l'adversaire, l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qui est possible en principe, sauf que je connais un tout petit peu, comme vous le savez, la bande de Gaza, où j'ai crapahuté. Alors il y a longtemps, c'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui le bâti est extrêmement dense. Il était déjà à l'époque. Aujourd'hui, il est encore plus difficile sur un territoire aussi petit d'établir ce type de stratégie. Et j'ajoute un point: les Israéliens ne se comportent. J'ai entendu, je crois, un ministre, ça doit être Smotrich ou un ministre extrémiste de ce type-là, dire: de toute façon, maintenant, il faut être cruel. Il n'y a plus aucune, en gros, enfin pas tant pis pour les otages. En gros, c'est un peu ce qu'il disait. Et maintenant, il faut se comporter comme, disait-il, comme les Arabes. Pardon, mais le fondamental de l'armée et de l'État d'Israël, ça correspond pas à ça. Et c'est une fragilité quelque part militaire et géopolitique de considérer la vie. Non pas que les Israéliens se battent avec beaucoup d'humour, c'est pas ça le problème, mais la guerre, c'est la guerre. Mais en tout cas, c'est une manière de considérer la vie différente de la manière dont les adversaires du Hamas considèrent la vie. Et de ce point de vue-là, c'était un handicap. Mais c'était un handicap extraordinairement précieux. Là est toute la moralité de l'État d'Israël. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, la totalité des chancelleries européennes et la quasi-totalité des chancelleries occidentales, et d'ailleurs, au-delà même de l'Occident, considère depuis avant-hier que Israël est dans son droit. Vous n'étiez pas né, cher Steve, mais dans les années 70, vous vous garantir que l'Europe était beaucoup plus, soft, lorsqu'il y avait des attentats terroristes monstres de l'OLP, notamment à Maalot et dans les années 70 au nord d'Israël. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Pourquoi ? Et la réaction du monde arabe était également extrêmement différente de ce qu'on a pu voir, notamment depuis les Émirats Arabes Unis ces dernières heures. Mais bien sûr, absolument, absolument. Et à l'époque, il n'y avait par définition aucun État arabe reconnaissant Israël. Ils étaient même d'ailleurs très officiellement en guerre avec Israël. Aujourd'hui, vous en avez déjà 7 qui sont en paix avec Israël et 5 ou 6 qui de toute façon n'existent plus que sur le papier, et les autres étant loin ou faibles. Bon, donc effectivement, le schéma général a changé en faveur d'Israël, même du point de vue du soutien diplomatique de pays dont on disait qu'ils étaient franchement un peu mous du genou vis-à-vis d'Israël. Mais ça, tout ça, c'est entre autres parce que Israël conserve, même dans la guerre, une forme de moralité, je n'hésite pas à le dire, qui pour le coup tranche singulièrement
avec la barbarie de l'acte terroriste du Hamas. Une dernière question avec vous, Frédéric Ancel. Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères israélien, appelle cet après-midi à une invasion terrestre sans tarder de la bande de Gaza. Ça vous paraît être une perspective absolument décisive et nécessaire pour ouvrir un nouveau chapitre dans la relation avec les Palestiniens de la bande de Gaza pour Israël? Je pense que c'est ce qui va se passer. Quand je vous disais qu'il y a un changement de paradigme, je pense que le gouvernement israélien ne peut pas se contenter, comme je le disais, d'une riposte correcte avec un certain nombre de tués parmi les terroristes. En tout cas, c'est comme ça que les qualifient les morts palestiniens, le gouvernement israélien, et puis la destruction de quelques lanceurs de missiles sur Tel Aviv. Ça, j'y crois pas. Je n'y crois plus au regard, encore une fois, de la manière dont s'est comporté le Hamas. Je pense que de ce point de vue-là, il en prendra la totale responsabilité. Et est-ce que le Hamas, question subsidiaire, Israël, a les moyens de mener à la fois cette guerre probablement longue contre la bande de Gaza et contre l'Hezbollah si le front nord devait s'ouvrir, alors qu'on l'a évoqué tout à l'heure, des infiltrations ont été observées et heureusement arrêtées par les forces israéliennes tout à l'heure en provenance du Liban? Et là, cette fois-ci, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que le Hezbollah ne fera pas la guerre à Israël. Vous savez, là, à 4 reprises, il y a eu 4 guerres entre Israël et le Hamas. Bon, vous le savez, c'est un excellent géopolitologue, donc vous vous en souvenez qu'à l'époque, le Hezbollah n'avait agi que symboliquement en faveur du Hamas, en tirant quelques roquettes et en organisant une manifestation à Beyrouth. Et bien là, c'est exactement ce qui est en train de se produire. On n'a pas à faire une attaque massive du Hezbollah. Et d'ailleurs, en 2006, lorsqu'il y avait eu cette guerre Israël-Hezbollah, ça s'était révélé juste aussi. C'est-à-dire que du côté du Hamas, il n'y avait pas eu de soutien concret, militaire, en faveur du Hezbollah. Chacun a son agenda. Et donc Israël a intérêt à frapper très fort dans la bande de Gaza pour envoyer un message de dissuasion au Hezbollah? Alors, un message de dissuasion au Hezbollah, un message de dissuasion à d'autres groupes ou États qui seraient tentés par l'aventure militaire ou terroriste, et puis surtout, pour redonner une crédibilité à Tsahal, non seulement face aux ennemis que je viens d'évoquer, mais aussi et peut-être surtout face aux nouveaux alliés. Vous avez cité à juste titre les Émirats arabes unis, il y en a d'autres, y compris dans le monde arabe maintenant. Vous vous rendez bien compte que si Israël ne réagit pas avec efficacité, ses alliés se demanderont franchement ce qu'ils font avec l'État hébreu. Et j'ajouterais pour terminer que les services du renseignement égyptien expliquent que les Israéliens ont ignoré à plusieurs reprises des alertes qui leur avaient été adressées à propos de quelque chose de très fort, de très grand qui se préparait dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous une nouvelle fois sur Radio J. Je rappelle le titre de votre dernier livre, la republication de l'Atlas géopolitique d'Israël actualisé, puisque c'est la 6e édition de cet outil très précieux pour suivre l'actualité notamment et l'histoire aussi de l'État d'Israël. Merci beaucoup Frédéric Ancel et bon après-midi à vous.